Moritel, un monde nouveau vous appelle. Clôture, celle des journées portes ouvertes sur la formation professionnelle. C'était ce soir à Nouakchott sous la supervision du Premier ministre. Une plénière, celle tenue par l'Assemblée nationale, c'était hier soir pour la discussion et l'adoption du projet de loi réglementant les établissements de crédit. Des décorations, celles entreprises aujourd'hui dans le cadre du 64e anniversaire de l'indépendance nationale, donc des décorations entreprises par le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, pour plusieurs personnes civiles et militaires, et c'est là au nom du président de la République. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 17 janvier 2025. Et pour commencer, une clôture. La clôture, c'est celle de la première édition des journées portes ouvertes sur la formation professionnelle. On doit voir les images de cette cérémonie. Les voilà donc. C'était une cérémonie organisée ce soir sous la supervision du Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Ghai, une cérémonie qui avait pour cadre l'école de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, bâtiments et travaux publics dans la Muqata'a de Riyad, Nouakchott Sud, cérémonie en présence de plusieurs membres du gouvernement, des représentants du patronat mauritanien ainsi que des partenaires du développement. Et bien entendu, en marge de cette cérémonie, il y a eu la signature de deux accords entre d'un côté le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers et le patronat mauritanien. Et après la cérémonie, le Premier ministre et sa délégation ont visité l'exposition organisée à cette occasion, à l'occasion donc de ces journées portes ouvertes, première édition clôturée ce soir. Bien entendu, nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec beaucoup plus de détails sur cette cérémonie. Première édition donc des journées portes ouvertes sur la formation professionnelle en Mauritanie, une édition qui vient de se tenir à Nouakchott et qui a tenu sa première édition en fait et qui a été clôturée ce soir donc et sous la supervision du Premier ministre. Elle par contre c'était hier soir. Elle, c'est cette séance plénière tenue par et d'adopter un projet de loi, le projet de loi donc réglementant les établissements de crédit, projet présenté et défendu devant les députés par les ministres de l'économie et des finances, et c'est un compte rendu d'Aminata Kane. Le ministre de l'économie et des finances, Sid Ahmed Ould Bou, a expliqué que la loi actuelle régissant les établissements de crédit ne comporte pas de mécanisme clair et progressif pour traiter les banques en difficulté, indiquant que les amendements proposés dans ce projet de loi visent à combler ces lacunes en définissant les procédures de traitement des banques en difficulté dans un environnement devenu plus que jamais complexe. Le ministre a souligné que les dispositions proposées sont en adéquation avec les meilleures pratiques internationales, insistant sur l'importance d'un système financier stable qui assurera aux acteurs économiques et soutiendra les activités.
Il a poursuivi en notant que le projet de loi vise à protéger les déposants et à promouvoir la stabilité financière tout en traitant les banques en difficulté selon 3 méthodes, à savoir la rectification, le règlement et la liquidation. Le ministre a rassuré les députés que le gouvernement est déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la crédibilité et la transparence du système financier, notant que des mesures ont été prises pour protéger les banques et les systèmes financiers contre les cyberattaques. Il a souligné dans ce cadre que la Banque centrale de Mauritanie est en train de revoir le système des amendes appliquées aux banques afin de mieux l'adapter au contexte. Pour leur part, les parlementaires ont exprimé leur intérêt pour le projet de loi qui garantit la solidité du système financier national et protège les intérêts des différents acteurs. D'autres ont abordé la nécessité de contrôler les conditions d'agrément des établissements de crédit, d'accorder une plus grande attention aux normes professionnelles et éthiques sans négliger les normes financières pour renforcer la gouvernance et le suivi des prêts ainsi que les bases sur lesquelles les IMF sont classés. Voilà, une séance plénière donc de l'Assemblée nationale. C'était hier soir, une séance marquée donc par la discussion et l'adoption de ce projet de loi réglementant les établissements de crédit. Nous restons encore un instant, puisque les images sont déjà là, qui n'ont rien à voir avec la séance plénière, mais plutôt avec la réunion de la Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense, une réunion c'était aujourd'hui et qui a permis aux membres de cette commission donc d'examiner 2 projets de loi, le premier relatif aux partis politiques et le second au code civil. 2 projets qui étaient présentés et défendus devant la commission par les ministres de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation et du développement local. Ça, ce sont les images donc de cette réunion de la Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense au cours de sa réunion aujourd'hui dans le bâtiment de l'Assemblée nationale. Voilà donc pour l'actualité parlementaire, marquée d'un côté par cette séance plénière de l'Assemblée nationale, c'était hier soir, et de l'autre part par cette réunion de la Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense. C'était aujourd'hui. Elle aussi était aujourd'hui. C'est cette cérémonie de décoration donc au ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, une cérémonie qui entre dans le cadre donc de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale, une décoration bien entendu au nom du président de la République. Alors, qui a été décoré par quoi? Élément de réponse avec El Haj Abdallah Din. L'École nationale de police est dédiée à la décoration de nombreuses personnes relevant des différents corps sécuritaires et des directions civiles, placées sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local. Les décorations qui ont été distribuées sont les suivantes: 11 chevaliers de l'Ordre du Mérite national, 28 médaillés de la reconnaissance nationale, 16 médaillés d'honneur de première classe, 28 médaillés d'honneur de deuxième classe et 8 médaillés d'honneur de troisième classe. Les personnes décorées sont au nombre de 93 personnes appartenant à des corps sécuritaires et des directions civiles. Ils comprennent des walis, des hakim, des chefs d'arrondissement, des officiers, des sous-officiers, des commissaires, des inspecteurs, de hauts fonctionnaires, des conseillers et des chefs de service, des chauffeurs et des personnes d'appui. Ces décorations qui ont été distribuées aujourd'hui constituent une reconnaissance officielle aux personnes qui ont servi avec dévouement notre patrie. Voilà, cérémonie de décoration de 93 personnes civiles et militaires aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, de la promotion de la décentralisation et du développement local. Sa collègue de l'environnement et du développement durable, elle aussi a présidé aujourd'hui une cérémonie. Il s'agit de la signature d'un protocole d'accord entre son ministère et le PAM, autrement dit le Programme alimentaire mondial. Alors, que vise ce protocole d'accord? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba.
Ce protocole d'accord vise à créer un cadre de coopération entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable et le Programme alimentaire mondial PAM. Ce mémorandum permettra aux deux parties d'établir une coopération qui définit les priorités et met en place un mécanisme de suivi et d'évaluation, comble les déficits alimentaires, en particulier ceux liés aux défis des changements climatiques, de la sécheresse et de la désertification. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Massouda Mintbaham, a exprimé sa satisfaction pour ce mémorandum qui renforce le partenariat entre notre pays et le PAM, dont le premier protocole d'accord date d'octobre 1967. Elle a en outre indiqué qu'il renforce le partenariat enraciné et l'action du gouvernement dans la lutte contre le changement climatique et soutiendra les communautés. La Mauritanie appartient à l'une des régions les plus vulnérables au changement climatique et la dégradation des ressources naturelles, dont les effets affectent déjà tous les secteurs de son économie, ses écosystèmes et ses populations, en particulier les femmes et les enfants. Heureusement que la Mauritanie est pleinement engagée dans la mise en œuvre des actions pour lutter contre le changement climatique. Nous le savons tous. Et ceci pour protéger les ressources naturelles et renforcer la résilience de la population vulnérable. Ces engagements se sont matérialisés par la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée, la SCAP, de la stratégie nationale de l'environnement et du développement durable, mais également la contribution nationale déterminée à l'horizon 2030. Rappelons que ce partenariat coïncide avec l'adoption par le PAM d'un plan quinquennal 2024-2028 pour ses interventions en Mauritanie. Créer donc un cadre de coopération et de partenariat entre le PAM, le Programme alimentaire mondial, et les ministères de l'Environnement et du Développement durable. Tel est l'objectif donc, entre autres, de ce protocole d'accord signé aujourd'hui entre les ministères et le PAM, donc signé par la ministre de l'Environnement et du Développement durable. 4 de ses collègues étaient hier devant la presse. Pourquoi ? Eh bien, pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Les 4 collègues, donc, les 4 membres du gouvernement, c'était les ministres de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, les ministres de la Justice, les ministres de l'Économie et des Finances et les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Résumé de cette conférence avec Aminata Khan. Le premier à monter au créneau est le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Hossein Ould Mejdou, qui est par ailleurs le porte-parole officiel du gouvernement. Il a indiqué que tous les indicateurs, qu'ils soient économiques, sociaux ou politiques, augurent un avenir prometteur et témoignent de la vitalité du gouvernement comparé à ceux des années précédentes. Ces indicateurs, dira-t-il, reflètent des avancées substantielles et les problèmes structurels anciens ont soit été totalement réglés, soit fait l'objet de mesures concrètes par le gouvernement. Le ministre de la Justice, Mohamed Mahmoud Cheikh Abdallahi Ben Bouya, a déclaré que le projet de loi relatif à la déclaration des biens et intérêts vise à combler les lacunes juridiques du texte de 2007 et à répondre aux recommandations des Nations Unies. Le projet de loi, poursuit-il, va également renforcer la transparence et prévenir les conflits d'intérêts pour lutter contre l'enrichissement illicite et promouvoir l'intégrité dans la vie publique. Il impose la déclaration obligatoire des biens et intérêts en élargissant cette obligation aux parlementaires et aux détenteurs de fonctions décisionnelles. Concernant les sanctions, le ministre a précisé que le texte prévoit des mesures administratives et pénales telles que la suspension de salaire et la destitution, ainsi que l'interdiction de se porter candidat aux élections.
De son côté, le ministre des Finances et de l'Économie, Sidi Mohamed Oulbou, a annoncé que l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, dont la création a été l'objet du projet de loi adopté hier en Conseil des ministres, constitue un cadre organisationnel plus large et complémentaire aux organismes de contrôle existants. Cette autorité sera chargée de concevoir et d'encadrer la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Parmi ses missions, le ministre cite la responsabilité de la gestion des déclarations du patrimoine, de la réception du traitement des signalements de corruption, tout en assurant la protection des lanceurs d'alerte. Elle coordonnera également ses actions avec des institutions similaires afin de renforcer l'efficacité de son action. Enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Yacoub Oulimouine, a déclaré que le projet de décret relatif au mécanisme d'orientation et d'attribution des bourses d'études introduit 4 nouveaux critères pour l'octroi de ces bourses au niveau national. Ces critères reposent sur les principes de solidarité sociale et d'excellence académique dans un cadre équitable et transparent. Il a précisé que les 4 critères retenus sont le soutien social, la promotion de la décentralisation, l'excellence académique et le mérite scolaire. Le ministre a également mis l'accent sur le projet de décret qui supprime la limitation d'âge qui constituait auparavant un obstacle pour de nombreux étudiants. S'agissant des bourses d'études à l'étranger, Oulimouine a rappelé que la priorité sera accordée aux étudiants en master et en doctorat inscrits dans des établissements mauritaniens dans le cadre d'accords avec des universités étrangères. Une mesure qui s'applique également aux étudiants des écoles supérieures telles que Polytechnique, par ailleurs, et dans le but de renforcer la transparence et l'efficacité de la procédure. Interpellé sur plusieurs questions, le porte-parole du gouvernement a rappelé que le processus de développement est par nature continu et ne saurait être achevé conformément à la vision du président de la République exprimée dans son programme électoral que par l'accumulation des programmes et projets mis en œuvre. Cependant, il a insisté sur l'ampleur des efforts déployés confirmés par les données et des réalisations visibles, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et des services publics. Le ministre a en outre indiqué que l'État a procédé à une évaluation précise de la situation et a alloué d'importantes ressources pour améliorer les services publics. À titre d'exemple, le ministre cite le programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott doté d'un budget de 50 milliards qui va résoudre les problèmes liés à l'eau, à l'électricité et à l'assainissement ainsi que le renforcement des infrastructures éducatives et sanitaires. Et ça, c'était le point de presse donc tenu hier pour commenter les travaux du Conseil des ministres qui s'était tenu auparavant dans la matinée. Eh bien, un point de presse qui était animé, je le rappelle, par 4 membres du gouvernement, à savoir le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et puis avec ses collègues de la Justice, de l'Économie et des Finances, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal avec un lancement, un partenariat, une réunion et une visite. Le lancement, c'est celui d'un atelier sous la supervision du MASEF, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, un atelier sur le plaidoyer, sur le plan de plaidoyer, l'élaboration d'un plan de plaidoyer, entre autres, relatif aux droits des femmes. Les participants à cet atelier, Abdoulaye Demeba. Des représentants des organisations de femmes, des défenseurs des droits de la femme et de l'égalité des genres, des experts dans le domaine de la paix et de la sécurité prennent part à cet atelier pour l'élaboration d'un plan national de plaidoyer sur les questions liées à la paix, à la sécurité, à la femme ainsi qu'aux droits de l'homme. Grâce à cet atelier, des stratégies de plaidoyer adaptées aux réalités locales et nationales vont être adoptées. Le secrétaire général du ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Hamoudi Cheikhna, a indiqué que le renforcement
renforcement et la préservation des droits de la femme concentrent les interventions du département de l'action sociale, de l'enfance et de la famille ainsi que des autres départements ministériels concernés. Il a par ailleurs mis en avant le rôle de la femme dans le développement socio-économique du pays. La présidente de l'Association mauritanienne pour la santé maternelle et infantile, Zainabou Taleb Moussa, a affirmé que l'objectif de cet atelier est de mettre en place un plan d'action national, particulièrement au niveau local dans les zones frontalières, en renforçant les capacités des organisations féminines. Cet événement marque une étape importante dans nos efforts pour mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies en Mauritanie. Adoptée en 2000, la résolution 1325 est essentielle pour la reconnaissance du rôle des femmes dans la prévention des conflits, la consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit. Elle insiste également sur la protection des droits des femmes et des filles en période de crise et leur participation active à tous les processus décisionnels. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre engagement à faire progresser ces objectifs en Mauritanie, notamment dans les régions frontalières du Haut-Chargui, Guidi-Maka, qui sont confrontées à des défis complexes en matière de paix, sécurité et développement. Les droits des femmes sont une priorité majeure de la politique étrangère des Pays-Bas. Dans cette optique, les Pays-Bas soutiennent activement la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, paix et sécurité, ainsi que les résolutions suivantes. À cet égard, il est important de souligner qu'en l'an 2000, les Pays-Bas ont voté pour l'adoption de cette résolution en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Depuis son adoption, 4 plans d'action nationaux ont été développés en étroite collaboration avec la société civile. Rappelons que cet atelier s'étale sur 3 jours. Et les intervenants donc dans ce reportage que vous venez de suivre, c'était Madame Leila Peters-Yahya, qui est la coordinatrice du système des Nations Unies en Mauritanie. Elle était suivie par M. Nabil Hajjar, qui est le consul de la Hollande en Mauritanie. Voilà pour donc cet atelier organisé depuis aujourd'hui, qui a été lancé aujourd'hui et qui doit durer 3 jours. Donc elle aussi, c'était aujourd'hui. Elle, c'est la signature de cet accord, de cette convention de partenariat entre la commune de Mavnadish, au Hod Sharqi, et l'ONG caritative Houda. Sur quoi porte ce partenariat? Que vise-t-il? Élément de réponse avec notre correspondante permanente là-bas, Garmi Cher, dont le compte-rendu revient en français par Al-Hajj Abdallah Din. Cette convention de partenariat signée par la commune de Mavnadish et la Fondation Al-Houda pour l'action caritative a pour but de créer des activités génératrices de revenus, de mettre en place des structures de santé, d'enseignement et de satisfaire les besoins sociaux afin de faciliter et d'accompagner l'action de la commune. Le wali du Hod Sharqi, M. Selmou Sidi, a apprécié les interventions effectuées par la Fondation Al-Houda dans la commune de Mavnadish, une commune qui constitue la plus grande commune au niveau de la wilaya du Hod Sharqi, dit le wali. Le maire de la commune de Mavnadish a loué ce partenariat qui relie sa commune et la Fondation Al-Houda, indiquant que sa commune va œuvrer à faciliter les interventions programmées par la Fondation. L'association Kouessienne Al-Hikma représente un autre partenaire actif dans l'action caritative au niveau de la commune de Mavnadish. Une association qui a effectué récemment des interventions locales importantes dans la construction des mosquées, des centres d'enseignement et la distribution des paniers alimentaires aux familles les plus démunies. Voilà pour donc cette convention de partenariat entre la commune de Mavnadish au Hod Sharqi et cette ONG Houda, ONG caritative. Et nous quittons le Hod Sharqi pour le Hod El Gharbi, dont le conseil régional a tenu aujourd'hui, voilà les images, a tenu aujourd'hui sa première session ordinaire pour l'année 2025. Eh bien, l'occasion pour le Conseil de passer en revue les réunions avec les secteurs ministériels, donc les forums régionaux qui viennent de se dérouler à travers les pays,
et aussi parler, donc, d'aborder le règlement du budget 2024 et ses postes de décaissement en termes de forage des puits, leur équipement, la clôture des zones agricoles, l'organisation et le soutien des activités sportives et culturelles, ainsi que la réhabilitation et l'entretien des installations qui relèvent donc du champ d'intervention de la région du Hod et Sharqi. Et nous quittons l'est du pays pour le nord, précisément pour Attar, où se trouve en visite, et c'est la visite que je vous ai annoncée en annonçant la deuxième partie de ce journal. Attar qui reçoit la visite du président de l'autorité de régulation des transports routiers, une visite qui a été marquée par une rencontre avec les transporteurs. Qu'est-ce qui a été dit au cours de cette rencontre? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Maad Abdawa, compte rendu, travaillé en français par Aminata Khan. À cette rencontre tenue dans les locaux de la délégation régionale de l'autorité du transport public à Attar a pour but de réguler et d'améliorer l'image du transport urbain et interrégional dans la wilaya de l'Adrar à l'instar des autres wilayas du pays. Lors de la réunion tenue en présence du wali de l'Adrar, le président de l'autorité Al-Hassan Ould Mohamed Awan a présenté les 3 lois et les mécanismes qui seront pris en compte dans ce domaine pour lutter contre l'anarchie qui règne dans le domaine du transport urbain et interurbain. Il a souligné que toute violation de ce nouveau programme sera soumise à des amendes en vertu des lois et des règlements adoptés dans ce domaine, expliquant que l'autorité est prête à protéger les lignes de transport contre les incohérences, mais à condition qu'elles soient à l'emplacement de la station de la délégation de transport connue tout en respectant les lois et les règlements nationaux. Le président de l'autorité de régulation du transport a par la suite écouté les remarques et les revendications des représentants des transporteurs au niveau de la wilaya de l'Adrar. Ensuite, les représentants des transporteurs et des sociétés se sont exprimés en marge de la réunion. Ils ont indiqué que leurs demandes sont claires, tout en appelant au respect des lois et en confirmant que les taxis locaux seront marqués du logo de l'autorité afin de distinguer les transporteurs des autres personnes étrangères à la profession. Ils ont ensuite demandé à l'autorité de régulation des transports de faciliter certaines procédures, surtout en ce qui concerne le transport interurbain. Voilà, la rencontre donc entre les transporteurs et le président de l'autorité de régulation des transports routiers, c'était à Attar. L'occasion pour le président d'appeler les transporteurs à plus de discipline et de responsabilité, mais aussi plus de respect des mesures de sécurité dictées donc par la sécurité routière. Et c'est sur cette rencontre entre le président de l'autorité de régulation des transports routiers et les transporteurs, donc au niveau d'Attar, que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Nouakchott Sud, à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la première édition des journées portes ouvertes sur la formation professionnelle. C'était ce soir sous la supervision du Premier ministre. Nous sommes ici à l'hémicycle de l'Assemblée nationale qui a abrité hier une séance plénière de cette Chambre, l'occasion pour les députés de discuter et d'adopter un projet de loi, le projet de loi réglementant les établissements de crédit, et ceci en présence du ministre de l'Économie et des Finances. Et là, nous sommes à l'École nationale de police qui a abrité aujourd'hui une cérémonie de décoration supervisée par le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local. Plusieurs personnes civiles et militaires ont été décorés au cours de cette cérémonie qui entre dans le cadre donc de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance nationale.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir. أعوذ بالله